Thank you, Jean-Michel. I will speak in French, so maybe I give you some time to take your headphones. D'abord, je voudrais remercier Thierry de Montbrial et Madame Conde pour me permettre d'intervenir devant vous aujourd'hui. Évidemment, vous devez vous poser la question, quel est le rapport entre le secteur spatial et la problématique de ce panel? C'est vrai que le secteur spatial est plus connu pour sa composante de souveraineté, de défense ou pour l'exploration. Mais j'aimerais vous donner quelques exemples aujourd'hui qui montrent, comme ça a été dit précédemment, que la technologie, que les données spatiales permettent de relever un certain nombre de défis liés à l'alimentation mondiale. Tout d'abord, je voudrais rappeler pour l'audience quelles sont les caractéristiques des données spatiales. Le premier satellite d'observation de la Terre a été lancé en 1972 par les États-Unis. Il s'appelait Landsat et il a commencé à prendre des photos de l'ensemble de la surface de la Terre. Depuis lors, ce sont des milliers de satellites qui sont au-dessus de nos têtes, qui sont bourrés de capteurs, qui permettent de prendre des photos, de faire des mesures de la composition de l'atmosphère, de mesurer la température du sol, la salinité des océans, etc. L'ensemble de ces données sont essentiellement à la disposition de la communauté scientifique pour mieux connaître l'évolution de notre planète et en particulier pour le changement climatique. Parmi les 50 paramètres utilisés par le GIEC pour comprendre et prédire l'évolution du climat de notre planète, la moitié sont donnés par des satellites, notamment l'élévation du niveau des océans qui est de 3 à 4 mm par an et qui est connue depuis plusieurs années. Évidemment, ces données sont absolument fondamentales pour la science, mais elles donnent lieu aussi à des applications extrêmement concrètes et très locales. C'est évidemment vrai pour les communications dans les zones blanches, la navigation, la géolocalisation que nous avons tous dans nos téléphones, mais aussi pour la météo. Les prévisions météo ont fait des progrès considérables grâce aux données des satellites. Pour la prévention des catastrophes, on peut détecter les feux de forêt très précisément avec des satellites, avec un préavis de quelques minutes, les inondations, et évidemment, quand il y a des catastrophes naturelles, grâce aux satellites, on peut aussi s'adapter et fournir au secours des informations vitales pour aider les populations. Ces données, elles sont universelles. L'intérêt des données spatiales, c'est qu'elles sont globales sur la Terre, elles ont des échelles de temps qui sont très longues et donc elles sont utilisables de manière universelle. Le spatial se prête à des coopérations, justement compte tenu de ce caractère universel. Et ce qui est absolument fondamental aujourd'hui, c'est que grâce aux technologies, grâce à la miniaturisation, grâce à la digitalisation, grâce à la réduction du coût d'accès à l'espace avec les lanceurs réutilisables, on a de plus en plus de satellites et les données sont de moins en moins chères et même dans certains cas, elles sont gratuites. Je voudrais en particulier mentionner le programme Copernicus de l'Union européenne qui délivre chaque jour 30 terabits de données utilisables par tout un chacun sur l'ensemble de la surface de la Terre. Alors, 3 exemples pour illustrer comment le spatial peut aider pour relever les défis de l'alimentation. Le premier, c'est l'eau, ressource critique s'il en est. Il se trouve, et c'est assez remarquable, qu'avec des satellites, on peut mesurer les niveaux d'eau sur la Terre. On a commencé par les océans, je l'ai mentionné, mesure de l'élévation du niveau des océans. Aujourd'hui, on peut le faire pour les lacs et les rivières avec une précision d'1 centimètre et avec une donnée qui est fournie tous les jours. Ça permet d'avoir au niveau d'un bassin versant une estimation non seulement de la ressource en eau à un instant T, mais avec des modèles de prévision météo, avec l'intelligence artificielle, d'avoir des prévisions de l'évolution de ces ressources jusqu'à l'échelle d'années. Évidemment, c'est extrêmement important, en complément des mesures in situ, pour les décideurs, pour décider d'arbitrer sur l'utilisation des ressources entre l'alimentation humaine, l'agriculture, l'hydroélectricité par exemple. Le fait d'avoir une mesure objective, globale, disponible, permet de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation des ressources en eau. Évidemment, c'est aussi particulièrement important quand les bassins versants appartiennent à des pays différents qui souvent sont en conflit pour l'utilisation de cette ressource en eau. La deuxième utilisation, évidemment, des données spatiales que je voudrais mentionner, c'est l'agriculture, et ça a été aussi mentionné par mon voisin.
Aujourd'hui, avec les données spatiales, on peut connaître très précisément l'état des sols de manière globale et avec une échelle qui se réduit, ce qui permet effectivement d'avoir des données qui sont parcelle par parcelle. On peut connaître l'état de l'humidité des sols, ce qui permet de prendre des décisions éclairées sur l'irrigation, sur les entrants, de façon à minimiser les entrants, ce qui permet évidemment d'optimiser l'utilisation de l'eau et l'utilisation des entrants. Et aussi, on peut prévoir l'évolution des températures au niveau des parcelles, ce qui permet de prendre des décisions sur l'évolution des cultures qui seront adaptées compte tenu du réchauffement global dans une région donnée. Alors, on peut avoir l'impression que ces technologies sont réservées aux pays riches, qui peuvent s'équiper d'instruments coûteux au niveau de l'agriculture. C'est pour ça que je voudrais prendre l'exemple de l'Inde, qui a mis en place un système extrêmement performant de mise à disposition de chaque agriculteur d'informations d'origine spatiale, mais pas que, pour prendre des décisions sur l'exploitation agricole. Ça fonctionne comment? Vous avez un numéro de téléphone gratuit qui est utilisable par tous les agriculteurs en Inde. Donc ils appellent, ils ont en face d'eux un opérateur qui détecte précisément l'origine de l'appel, qui a devant lui des écrans avec des informations satellites et non satellites qui permettent de donner des conseils sur l'irrigation, de donner des conseils sur les prévisions météo, les risques de catastrophes, de façon à ce que l'agriculteur indien, qui ne dispose que d'un téléphone effectivement pour utiliser ces informations-là, puisse prendre des décisions journalières sur l'exploitation agricole de sa parcelle. Ce qui montre bien, et ça a été aussi mentionné par mon collègue, qu'aujourd'hui, ces technologies sont accessibles pour tout un chacun pour améliorer les exploitations agricoles. Dernier exemple que je voudrais donner, l'espace pour l'océan. L'océan représente 15% de l'alimentation mondiale, évidemment beaucoup plus dans certaines régions maritimes. L'espace permet évidemment de connaître l'état des océans dans un contexte de réchauffement global, ce qui améliore nos prévisions scientifiques. On peut aussi détecter les pollutions très facilement avec les satellites. On peut lutter contre la pêche illégale. Les bateaux fantômes peuvent être détectés par des satellites, par des moyens optiques ou simplement en écoutant les émissions radar et en faisant une corrélation entre les émissions radar qui sont toutes différentes et les bateaux en question. Et tout ça, évidemment, nous permet d'avoir une meilleure optimisation des ressources des océans pour l'alimentation et pour d'autres applications. Je voudrais d'ailleurs mentionner qu'il y aura une conférence des Nations Unies en juin 2025 à Nice et qu'à cette occasion, l'ensemble des acteurs mondiaux de l'espace prévoit de créer une alliance du spatial pour les océans, pour mettre à disposition l'ensemble de leurs données spatiales au profit d'une meilleure compréhension et d'une meilleure préservation de l'océan. Et puis, dernière mention, je voudrais mentionner le Space for Climate Observatory, qui est une proposition de la France en 2019 vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, c'est supporté par les Nations Unies. 50 pays y participent, dont les Émirats arabes unis. C'est une collection de projets qui sont extrêmement locaux, qui permettent d'avoir une mise à disposition des données spatiales pour des problématiques liées au changement climatique. Un exemple, au Vietnam, la problématique de l'évolution des rizières dans le contexte du réchauffement global et avec des entrées d'eau saline dans les rizières se pose de manière extrêmement critique. Et grâce à un projet que l'on conduit avec le Vietnam, on peut faire des prévisions sur que seront les conditions d'exploitation de ces rizières dans les 10 ans à venir, ce qui permet de prendre des décisions éclairées sur l'implantation de ces rizières au niveau extrêmement local. Merci pour votre attention. Thank you so much, Jean-Marc, for having introduced us into a new innovation dimension. In our last sessions, the previous years, we had mentioned on other innovative dimensions. For instance, we addressed the issue of cellular food
and beyond agriculture and nutrition. And there we are back to a certain extent to the basics of the agri-field, making agriculture itself more productive and efficient. And it has been wonderful to see how we have a new instrument to address this very important channel. Now,